Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. Nous sommes les nouveaux, présents pour décrypter avec vous les grandes questions d'actualité qui sont marquées par la sortie médiatique du président de la République, Félix Tshisekedi, depuis Bruxelles, où il était parti se faire soigner. Le chef de l'État a passé en revue toutes les questions d'actualité. Il a abordé la sécurité, il a parlé de l'économie, il a parlé aussi de la politique avec des attaques ciblées contre ses opposants. Joseph Kabila, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, qui, d'après le président, n'avaient pas de position après la publication des résultats des élections de décembre 2023. Il a été poussé par les siens pour pouvoir accepter les résultats, mais aussi déléguer ses membres au niveau des institutions. On va essayer de revenir sur cette déclaration du président de la République. L'actualité, c'est aussi la mise en place du bureau définitif du Sénat. Le spécial Salomon Escadella a déposé sa candidature depuis lundi 5 août. Il devra donc affronter au poste de rapporteur adjoint l'autre sénateur, Jean-Claude Bayende, qui a été candidat président lors de la dernière élection présidentielle de 2023. Pour certains, il est de l'Union sacrée, mais il a quand même postulé au niveau ou au poste de rapporteur adjoint, un poste qui revient des droits à l'opposition. Va-t-il jouer les troubles effects? Nous en parlons également dans cette émission. Et puis on va chuter avec la situation sécuritaire de plus en plus dégradante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plusieurs sources annoncent la conquête de plusieurs localités par les rebelles pour l'AFC de Corneille Nangaa. À Kinshasa, est-ce que la question est prise au sérieux? On en parle avec M. Patrick Moundeke qui est à sa première participation dans cette émission. Bienvenue, M. Patrick. Merci, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Perfect. Je crois que c'est les auditeurs. Merci. Comment allez-vous? Si je dis je vais bien, ça serait mentir. Quand on vit à l'est du Congo, quand on vit à Goma, et qu'on soit au cœur de toutes ces souffrances des Congolais, qu'on assiste à des morts tous les jours, qu'on assiste impuissant à des fusillades dans la ville, qu'on apprenne tous les jours que les localités tombent dans les mains des rebelles, qu'on voit tous les jours un afflux de déplacés des guerres qui viennent en millions aujourd'hui, on ne peut pas aller bien. Très bien. Parce que vous parlez de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. À ce jour, est-ce que vous pensez que cette question est vraiment au centre ou au cœur de la politique menée par le pouvoir en place, ou vous pensez qu'on a des idées fixées un peu ailleurs? Ça fait 3 ans. Moi, je parle des faits. En fait, je ne suis pas venu faire la politique politicienne sur le plateau de Perfect. Ça fait 3 ans que le M23 est là. Ça fait 3 ans que nous avons entendu beaucoup de discours, beaucoup de menaces. Il paraît qu'on devrait bombarder Kigali, on devrait aller arrêter Kagame, on devrait... C'était un discours de campagne. On devrait... En fait... Il est revenu sur ses propos. Vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez d'un président de la République. Un président de la République, il n'est pas seulement un homme. C'est une institution. C'est une machine. C'est la première institution du pays. Il est chef de l'État, grand de la nation, père des Congolais. Il ne faut pas prendre un président de la République comme un être normal. C'est une personne extraordinaire, investie de tous les pouvoirs. Il ne peut pas s'autoriser de dire des choses qu'il est incapable de faire. C'est d'une gravité extraordinaire. Si moi, on peut se faire des promesses, nous on est des citoyens lambda, ça peut passer. Mais un président de la République ne peut pas blaguer avec la nation. Un président de la République ne peut pas blaguer avec des Congolais. C'est des engagements fermes. Tout ce que le président de la République dit est un engagement ferme vis-à-vis de la nation. A fortiori même pendant la campagne. Donc ça veut dire, vous voulez me dire que le président nous a menti pendant la campagne? Est-ce qu'il avait le droit de nous mentir? C'est grave ce que vous essayez. Mais il est revenu sur ses propos en disant qu'après... Mais en attendant, les Congolais qui sont dans les camps, sont-ils aussi revenus chez eux? Les morts, les gens qui manquent pour manger, les gens qui dorment dehors, ces femmes qui sont violées tous les jours à l'Est, et aussi sont revenus chez eux. Parce que c'est ça la responsabilité d'État. C'est ça la responsabilité d'Igor de la nation. On ne peut pas garantir une nation où les gens dorment dehors. On ne peut pas garantir une nation où les gens dorment affamés. On ne peut pas garantir une nation où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Il y a un problème.
Être garant de la nation, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, c'est de prendre des engagements fermes pour sécuriser le peuple. Ça ne doit pas être une blague. Ou des discours populistes vides. Ce n'est pas possible. Et que donc nous pensons que, vous m'avez posé la question si Kinshasa prenait cette chose au sérieux. Je dis, on a entendu beaucoup de discours d'engagement. Mais on a vu trop peu de choses. Par contre, on a vu, et ça c'est déplorable, moi je l'ai dit tantôt, je l'ai dit pendant la campagne, je le dirai toujours, à une prolifération des armes, avec le phénomène Ouazalendo. On a donné des armes à tous les bandits qui étaient à l'est du Congo, au nom d'une soi-disant résistance, qui malheureusement ne marchait pas. Aujourd'hui, on peut dire que ça n'a pas marché, et ces armes-là sont en train de se retourner contre les populations civiles. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas. Je suivis les rapports des Boutel, ou je ne sais pas d'une organisation, qui parlait de 30 000 Ouazalendo. Ça fait 30 000 armes. Et les armes étaient distribuées dans la précipitation, au point qu'on ne savait pas qui prend les armes, il a quelle idéologie, il a quelle formation. Et ces armes-là sont en train de se retourner contre les Congolais aujourd'hui. Et pendant très longtemps, malheureusement. Très bien. Vous parlez de la situation sécuritaire, d'après vous, qui n'est pas prise au sérieux à Kinshasa. Et vous, du côté d'Ensemble pour la République, pendant la campagne, vous avez brandi aussi un programme qui envisageait de mettre fin à l'insécurité dans les 6 mois qui allaient suivre votre accession au pouvoir. Mais pourquoi? C'est la question que je pose généralement à vous, cadre d'Ensemble pour la République. Pourquoi ne pas donner ces programmes au président de la République qui, d'après vous, n'a pas une stratégie claire pour mettre fin à l'insécurité? Vous savez, s'il y a quelqu'un qui aime vraiment ce pays, s'il y a quelqu'un qui est de bonne foi dans ce pays, c'est Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi s'est montré d'une dignité extraordinaire face au Congo et aux Congolais. De sa poche, de sa personne, de son âme, il s'est engagé pour ce pays et pour ce peuple. Malheureusement, nous n'avons pas encore atteint une maturité politique et patriotique et civique dans ce pays, et nous payons le prix. Quand je vois comment les gens vivent à Kinshasa ici, j'ai pitié des gens. Moi, quand tu viens d'une ville propre, organisée, bien qu'en guerre comme Goma, et qu'on voit les conditions de vie des Kinois, je me dis, comment ils font pour vivre ici? C'est cette question que je me pose tout le temps que je suis ici. Et vous êtes, que ce soit à GB, que ce soit à Bandal, que ce soit au cœur de la ville de Kinshasa, vous voyez des choses extraordinairement inacceptables. Mais moi, je me dis, à qui on doit donner le programme? Qu'est-ce que Moïse Katumbi n'a pas fait pour ces régimes ici? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais vous l'avez suivi hier. Au lieu de remercier déjà l'engagement de Moïse Katumbi à légitimer des institutions qui forcément ne le sont pas. Alors, Moïse Katumbi légitime désormais les institutions. Vous savez, nous entrons dans une élection où les machines sont distribuées comme des cacahuètes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Congolais qui pensent, qui disent que Félix n'a jamais été élu. Ça n'engage que vous. S'il vous plaît, il y en a qui disent. Moïse Katumbi dit, par respect au peuple congolais, mais par respect au peuple congolais, par respect à notre constitution, on ne va pas se battre pour nous. Les postes, on n'est pas né avec, on ne mourra pas avec. Avant nous, il y avait eu un président, après nous, il y aura un président. Félix ne sera pas le dernier président de la République démocratique du Congo, et il le sait. Alors, au lieu de jeter les pépés et l'eau, allons aller dans les institutions. Surtout vous qui avez été élu, il y a des Congolais qui vous ont donné la chance de les représenter. Il ne faut pas trahir cette décision ne venait pas de Moïse Katumbi d'appuyer le président. Bon, il ne fait pas partie d'Ensemble pour la République et c'est regrettable que à ce niveau-là, on continue à réagir à des rumeurs, à des spéculations sans fondement. Je suis membre fondateur d'Ensemble pour la République. Je suis conseiller de Moïse Katumbi. Je suis un collaborateur digne de Moïse Katumbi. Je sais ce qui s'est passé. C'était un débat. Vous avez poussé Moïse Katumbi à accepter les résultats alors qu'au départ, il était contre. C'est la volonté personnelle. Je sais le dire personnelle. Les députés attendaient le mot d'ordre. Les députés sont même partis à Lubumbashi pour lui dire, nous on pense qu'on ne va pas aller dans les institutions. Le président Moïse Katumbi dit, ce n'est pas en refusant d'aller dans les institutions, ce n'est pas qui que vous êtes en train de punir. Vous êtes en train de punir ces peuples-là qui vous ont fait confiance. Mais demain, on aura encore besoin de ces peuples-là. Il faut aller, même si vous êtes minoré par les machines à voler, aller dedans pour faire respirer la démocratie en République démocratique du Congo. C'est comme ça que les députés sont venus de Lubumbashi pour entrer dans les institutions. Moïse Katumbi, s'il aurait dit, il l'a déjà fait. Avec Kabila, il a fait démissionner des ministres ici. Il a fait même démissionner le conseil spécial de Kabila, à l'époque, père son âme.
le vieux Pierre Lumbi. Il a fait démissionner il n'y a que lui qui a fait démissionner des ministres ici. Moïse a fait démissionner des ministres dans le gouvernement de Kisekedi. On a démissionné. Hein. Les moines de Simba ont quitté le gouvernement. Père Stonam, le grand frère Chéribé, il a quitté le gouvernement. Et tout ça. Moïse Katumbi peut faire partie de ces députés quand il veut. Il en a la capacité, il en a le charisme. C'est seulement son amour pour le Congo qui fait à ce que nous continuons à siéger dans les institutions maintenant. Mais malheureusement, on siège avec qui? Est-ce qu'ils comprennent les sacrifices que nous sommes en train d'en dire? Est-ce qu'ils comprennent l'engagement de Moïse Katumbi? D'ensemble, qui va faire pression à Moïse Katumbi? Moïse Katumbi a lui, c'est une machine. Qui va faire pression à lui? Parce que quoi? Parce qu'il apporte quoi? C'est vrai, nous sommes tous des camarades dans les partis, mais ça reste un démocrate. C'est sa volonté à lui. Parce que même les députés, même les élus, même les élus ensemble pour la République, doutaient de venir au Parlement. C'est la volonté celle de Moïse Katumbi. J'étais à Lubumbashi ce soir-là. Il a dit, allez représenter le peuple. Après pression exercée par vous, ces conseillers. Ils sont venus. On va faire la pression pourquoi? Vous savez, un conseil de Moïse Katumbi, ce n'est pas un militant de force et du progrès. Un conseil de Moïse Katumbi, c'est un homme. Il est assis, il a une vie. Ce n'est pas la rue que vous voyez ici. Un conseil de Moïse Katumbi, il est des fois mieux que beaucoup de ministres provinciaux ici que vous connaissez. Alors, je vous dis ceci. Je répète, à un certain niveau de responsabilité, on ne doit pas réagir à des rumeurs. C'est s'il y en a qui sont partis tromper, s'il y en a qui sont partis tromper le président de la République, qu'il y a quelqu'un, une seule personne qui a mis la pression sur Moïse Katumbi, je peux lui dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un mensonge. C'est par la volonté seule de Moïse Katumbi que vous avez vu ces députés au Parlement. Et si Moïse Katumbi aurait décidé autrement, vous n'aurez vu personne. Parce que quand il a décidé autrement, les ministres ont quitté Kabila, les ministres ont quitté votre gouvernement IAP, vous les avez vus partir. Pourtant, des indications laissent entendre que Moïse Katumbi avait réellement eu peur qu'Ensemble pour la République puisse se retrouver dans une débandade totale. Interdire aux députés d'aller siéger alors qu'ils ont battu campagne, alors qu'ils ont déboursé des moyens pendant la campagne. Tant que Moïse Katumbi sera vivant, Ensemble pour la République. Tant que Moïse Katumbi sera vivant, Ensemble pour la République se portera bien. Et bien, peut-être beaucoup plus que vous ne pensez. Aujourd'hui, on est en train d'inaugurer des sièges que l'IDPS n'a pas. On est en train de construire des bureaux que l'IDPS n'aura peut-être pas, même s'il faut 50 ans. Vous inaugurez des sièges, vous perdez en même temps des cadres. Nous sommes en train d'aider les Congolais. Dans le village de Bemba, on a réhabilité, Moïse Katumbi a réhabilité un orphelinat que Bemba ne peut pas faire. Donc, du coup, Ensemble pour la République a et reste le plus grand parti politique de l'histoire de ces pays. Dans moins de 10 ans, nous avons construit un système politique que l'IDPS ne s'est pas construit 42 ans aujourd'hui. Parce qu'ils ont 37 ans d'élite et 6 ans de pouvoir. 43 ans, l'IDPS n'a même pas un seul bureau qui ressemble à un seul bureau d'Ensemble pour la République ici à Kinshasa. N'a même pas un seul bureau qui ressemble au bureau d'Ensemble pour la République à Lubumbashi. N'a même pas un seul bureau qui ressemble à un bureau d'Ensemble pour la République à Goma. Et je peux citer partout. Ensemble pour la République, aux côtés des Congolais, Moïse Katumbi a fait des dons à se déplacer de guerre, plus que tout le gouvernement congolais. Il a même donné de l'argent ici au gouvernement congolais pour le déplacer du volcan Nyiragongo, qui a été détourné par le gouvernement Samalukonde ici. 301 000 $. L'argent n'est jamais arrivé à Goma. Alors, le débat, ce n'est pas l'argent. Le débat, nous sommes une machine politique, structurée, organisée, avec votre président a obtenu à peine 17% s'il vous plaît, à la dernière présidentielle. Quand il y a sur 40 000 machines, il y a déjà 10 000 machines qui se retrouveraient dans des maisons des gens. Allez parler des élections comme vous voulez. Jamais prouvé. Au niveau de la justice, le PGP, la cassation attend encore des fautes. Il attend. Sur base de quoi ils ont invalidé une vingtaine de gens parce qu'ils détenaient des machines. Parce que s'ils attendaient des preuves. Ils ont invalidé des gens ici en disant qu'ils détenaient des machines. Mais sur base de quoi ils l'ont fait? Sur base de quoi? Vous savez, on a pris le cas d'Ima ici, on l'a envoyé au Venezuela. Vous êtes en train de voir les résultats qui est en train de sortir là-bas. En fait, on peut mentir pendant un temps, mais on ne mentira pas à un peuple tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à 6 ans du pouvoir du président Tshisekedi, qui a hérité d'un Congo qui avait 2 435 000 km². Aujourd'hui, le Congo est amputé. Il a hérité d'un Congo où, au Parlement, il y avait des députés de l'IDPS, il y avait des députés de tout le monde. Aujourd'hui, il y a une bonne partie de la classe politique, des acteurs politiques majeurs du Congo qui sont exclus. Et ça, c'est un échec. Un homme d'État rassemble. Un homme d'État ne divise pas. Aujourd'hui, on ne peut pas aller à Rutshuru, on ne peut pas aller à Bunagana, on ne peut pas aller à Kanyabayonga, on ne peut pas aller à Kavinyonge. Et le drame continue.
C'est un échec. Aujourd'hui, nous avons les déplacés de guerre. Le nombre de déplacés de guerre équivaut au nombre de déplacés, de réfugiés de 1994 à l'époque de la guerre de Kagame et Biariman. Pour la première fois à Goma, moi je grandis là-bas, on voit les nombres exacts comme tous les gens qui ont fui les Rwanda pour atteindre le Congo. On n'a jamais vu ça depuis tout le règne de Kabila. C'est un échec. Mon frère. On peut parler des discours, on peut se justifier, mais 6 ans après, parce que quand je prends le mandat du président Magufuli de la Tanzanie, Magufuli a dirigé la Tanzanie pendant 5 ans. 5000 km de route, des TGV, des ponts, les ports modernisés, les budgets multipliés par 8 ou par 9. Aujourd'hui, les Tanzaniens sont en train de courir derrière l'Afrique du Sud. Et ils vont l'atteindre. Par la vision d'un homme. 5 ans seulement. À 6 ans, on continue à nous parler des intentions. C'est un échec. 5 ans après, on parle de la gratuité de l'enseignement qui est devenue effective, la gratuité de la maternité effective, des projets lancés. Vous savez, moi je peux vous mettre à défi de me citer un seul politicien de ces pays qui a un enfant qui étudie dans la gratuité. Un seul politicien de ces pays qui peut envoyer sa femme accoucher dans votre maternité gratuite. Vous savez, la gratuité, d'abord ce n'est pas un nom, c'est constitutionnel. Il ne faut pas que les gens fassent un programme politique. C'est dans la Constitution de la République. Matérialisé par Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, les écoles qui avaient 20 personnes ont 90 personnes. Parce qu'on a pris des mesures populistes sans étudier en amont. Parce que pour que la gratuité soit une gratuité, comment se fait-il? Moi, je suis étudié dans des meilleures écoles de ces pays. Mais comment se fait-il? Moi, je ne peux pas concevoir que dans une classe, il y ait 80 personnes. Pour un enseignant, enseigner 80 enfants, c'est un problème. C'est quand même un problème. Qu'est-ce que ces enfants sont en train d'apprendre? Le salaire de cet enseignant est resté à 100 $ depuis, je crois, 10 ans. La prime de parents, là, aider les enseignants à être mieux payés. Vous coupez la prime, vous les augmentez les enfants. C'est quelle qualité de l'enseignement? C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui les diplômés qui vous disent la papa, les mamans. En fait, c'est un problème d'éducation. La gratuité, pour moi, elle est bonne, elle est constitutionnelle. Et bravo pour ça. Mais vous auriez pu commencer par construire des écoles, par améliorer les conditions des enseignants. Parce que vous saviez qu'en décrétant la gratuité à l'école primaire, il y aura un afflux des enfants. C'est la planification. C'est des cours simples qu'on donne à l'université. Très bien. Alors, il a été demandé au président de la République par les évêques de la Senko d'étendre sa main à ses adversaires politiques, notamment Martin Fayoulou, Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Mais malheureusement, les différentes postures de ces personnalités politiques ne facilitent pas la cohésion du pays. Vous avez d'un côté Kabila qui soutient ouvertement, c'est la déclaration ou l'affirmation venu du président de la République, Kabila qui soutient les rebelles, Corneille Nangaa et son AFC, Moïse Katumbi qui tâtonne un peu, il est indécis, il ne sait pas prendre des décisions, de temps en temps poussé par vous, ses collaborateurs, Martin Fayoulou qui est resté dans son carcan d'opposant radical. Comment faciliter à ces jours ou créer la cohésion nationale? Mais vous savez, moi quand je suivis cette partie, j'ai pris la tête. J'ai eu peur pour l'avenir immédiat de mon pays. La sagesse de l'Église catholique ne peut pas être ignorée par qui que ce soit, peu importe les fonctions que vous avez. Ces gens-là sont restés les socles sociaux de la République démocratique du Congo. Tout ce qui marche encore aujourd'hui dans ce pays, quand nous les politiciens, nous avons failli partout. Et de l'Église catholique. Vous allez trouver des meilleures écoles, c'est l'Église catholique. Les meilleurs hôpitaux, c'est l'Église catholique. Même dans des points reculés, l'Église catholique console ces Congolais. Ça veut dire que cette Église, étant le seul rempart sérieux qui reste pour les Congolais, est en train de faire des conseils conformément aux attentes de ces Congolais-là, conformément aux cris de ces Congolais-là. Parce qu'il faudrait peut-être qu'on prenne un dictionnaire, qu'on lise ce que ça veut dire un dialogue. On ne dialogue pas forcément parce qu'on a les mêmes points de vue. Les dialogues servent aussi quand on a des contradictions. Tel va argumenter, tel va dire ceci, tel va dire ceci. On peut ou ne pas s'attendre. Mais on aura fait quand même l'effort de se mettre ensemble. Et aujourd'hui, qui demande le dialogue? Qui a à perdre? Nous, on a quoi à perdre? Katumbi a sa vie, il est dans ses champs, et que chaque fois il récolte pour 10, 20 millions de dollars par an. Il a quoi? Il n'a aucun problème. 57 millions de dollars de champs. Est-ce qu'il a un souci? Katumbi est bien. Il a ses jets, il peut aller en Europe, il a ses résidences, il est en Zambie. Mais qui a à perdre? Aujourd'hui, quand l'espace congolais s'effrite, c'est la responsabilité de qui? Quand les Congolais sont dans des camps de déplacés, c'est la responsabilité de qui? Quand nous sommes en train d'enterrer nos mamans, les bombes qui tombent dans des camps,
C'est la responsabilité de qui? Nos militaires qui sont en train d'être blessés, c'est la responsabilité de qui? Si un consensus politique peut aider à apaiser la tension, on ne peut pas être agressé et être en animosité, nous, entre nous. Si les évêques lui ont conseillé ça, c'est par sagesse. Malheureusement, il n'est pas donné à tout le monde d'être sage, de saisir les opportunités d'être sage. Et il y en a qui pensent que le pouvoir et l'orgueil vont de pair. Vous développez des postures qui ne facilitent pas cette cohésion nationale. Je vous ai dit, ils ont insulté Kabila combien de fois? Ils n'ont pas participé aux élections de 2006. Ils ont insulté Kabila combien de fois? Mais c'était tout le temps en train de dialoguer avec Kabila et faire des combats contre la République ensemble. Vous voulez que nous vous rappelions l'histoire? Comment les DPC est arrivé au pouvoir? C'est pas des deals, non? Est-ce que c'était un accord avec... S'il vous plaît. Elle a gagné la présidentielle. S'il vous plaît. C'est connu de tous. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret parce qu'eux-mêmes, les acteurs de cette machination-là, en parlent ouvertement. Ça n'a jamais été prouvé. Hein. C'est des allégations qui se font comme ça en l'air. Jamais prouvé. Les gens qui étaient dans les complots, oui, mais jamais comment ça se... Et moi, j'avais dit... Qui atteste ces allégations. On n'est plus là. Ce débat-là est dépassé pour moi. Mais moi, je me dis, tout le temps que Kabila était au pouvoir, il a tout fait. Il a fait un effort de parler avec tout le monde. Même avec ceux qui l'insultaient, ceux qui les traitaient des Rwandais, ceux qui les traitaient de ceci, ceux qui disaient qu'il n'a jamais été élu, ceux qui boycottaient les élections. Kabila a fait un effort. Parce que c'est aussi la sagesse de s'inspirer du prédécesseur. Et le résultat, à la fin de son mandat... Mais comment va-t-il s'inspirer d'un prédécesseur qui cherche à s'il vous plaît, à la fin de son mandat, moi je parle des faits, à la fin de son mandat, Kabila a hérité d'un pays qui était divisé. Moi je ne suis pas kabiliste. Il était partitionné. Mais à la fin de son mandat, Kabila a remis les clés de la République démocratique du Congo à Félix Tshisekedi en un morceau. Le Congo avait 2 345 000 km². Par le résultat de ces consensus, de ce dialogue, de ces stratagèmes, il a réussi à le faire. Bon, aujourd'hui, quand on l'acquise, on attend peut-être, comme c'est le président de la République qui l'a dit, on a suivi le premier procès déjà des AFC ici. Et le ministère public, et même et les juges, personne n'avait cité Kabila. Bon, aujourd'hui, le président de la République vient de le faire. Nous attendons Moutamba, je crois qu'il va ouvrir un autre procès contre Kabila. On va apprendre davantage comme nation. Nous avons quand même le devoir de savoir qui nous met dans les pétrins que nous sommes en train de connaître à l'est du Congo. Je crois que le procès contre Kabila s'ouvrira bientôt parce que la parole du chef de l'État, ce n'est pas de la blague, elle est sacrée. Donc nous attendons, ils vont ouvrir un procès contre Kabila et on va apprendre davantage. Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire ça parce que si Kabila engage ses avocats contre moi pour me dire j'ai des preuves, je n'en ai pas. Alors je ne peux pas prendre le risque d'aller sur ce terrain-là. Mais lui, le président de la République, est plus informé que nous, il est le garant de la nation. On attend qu'Amoutamba va faire fixer le procès contre Kabila. Nous allons en apprendre davantage. Et on en parlera. Et on en parlera. Et si il s'avère qu'il y a des faits, nous allons les condamner comme nous condamnons Nanga, comme nous condamnons Kagame et tout ce qui agresse la République. Moïse Katumbi est indécis, d'après le président de la République. C'est un monsieur qui doit chaque fois attendre. Un homme indécis a financé ce type de PSL pendant longtemps. Un homme indécis a construit, s'il vous plaît. Jamais prouvé. Je suis conseiller de Moïse Katumbi. Un homme indécis. Chef, je suis conseiller de Moïse Katumbi. Quand je n'ai pas de preuves, je recule. Je vous dis ici, je ne peux pas moi accuser Kabila aujourd'hui. Je n'ai pas de preuves. J'attends son procès qui sera fixé. On va apprendre davantage et je vais parler. Parce que je n'en ai pas. Alors, moi je dis, un homme indécis, que vous qualifiez d'indécis là, a le plus grand champ cultivable dans ce pays. Les meilleurs véhicules de ce pays appartiennent à Katumbi. Le meilleur stade que le gouvernement congolais n'a pas. S'il vous plaît, ça découle d'une organisation d'un homme. Revenons à la politique. Moïse Katumbi a combien de temps dans la politique? Quel est son parcours? Et ceux qui ont 43 ans, quels sont leurs parcours? Allez voir comment nos partis sont organisés. Vous avez vu les gens des partis de Moïse Katumbi se battre? Nous avons des jeunes dans les partis dynamiques. On a beaucoup de jeunes, peut-être beaucoup plus qu'il y l'IDPS. Mais est-ce que vous les avez déjà vus se battre dans la rue? Vous avez vu quelqu'un de Moïse Katumbi aller casser les palais du peuple? C'est là aussi la maîtrise politique. Quand vous ne savez pas déjà maîtriser votre parti, quelle leçon politique vous voulez donner aux gens? Vous avez vu quelqu'un de Moïse Katumbi aller agresser quelqu'un dans sa maison? Vous avez vu les gens de Moïse Katumbi insulter les gens? C'est ça le parcours politique de Katumbi. Mais il y a un parti qui est implanté partout dans chaque village. Tu vas dire, est-ce qu'il y a quelqu'un de Katumbi ici? Chaque village de 2 345 000 km² du Congo, il y a le drapeau de Katumbi. Dans peu d'États. Mais il y a des endroits où vous n'allez même pas trouver le drapeau de l'IDPS. L'IDPS n'a même pas de petits drapeaux. C'est cela l'organisation politique, non? Katumbi a des gens partout. C'est chaque point de ce Congo, il a des gens. En peu d'État. Il a des bureaux que l'IDPS n'a pas. Il ne peut pas avoir. C'est ça l'organisation politique. Un système politique. Katumbi a des canaux de communication au sein du parti où on peut attendre tout le monde. Même quand vous n'êtes pas d'accord.
Vous savez remonter dans la discipline, vos contestations dans la discipline et dans le respect des gens. Mais ici, nous assistons à quoi? À quoi? Les DPS ici, que Dieu les préserve, mais si demain ils n'ont pas le pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est un serpent qui est en train de se mordre la queue et avec plaisir. Qui est indécis? Si vous ne pouvez même pas décider c'est qui va être secrétaire général du parti, de votre parti, c'est qui est indécis? Il y a un secrétaire général déjà. Qui est indécis? Mais vous avez vu les spectacles. Vous êtes à Kinshasa ici, vous avez vu les spectacles. C'est de la frustration, ça peut arriver dans chaque parti politique. Non, chez nous, non. On ne peut pas arriver là-bas. Ah bon? Ça, c'est Katumbi ne peut pas arriver là-bas. C'est une autre école. Pourtant, il y a peu, on a vu le secrétaire général Bolengeteng et Francis Kalombo s'est rentré dedans. C'est des débats politiques. Ah, voilà. C'est aussi un débat politique. On ne peut pas... Non, mais écoutez, des débats qui pour casser les vitres du palais du peuple. D'abord, si la justice existe, bon, malheureusement, le propriétaire de la justice, le premier magistrat dit qu'elle est malade. Mais s'il y avait une justice dans ces pays, l'IDPS allait être dissoute. Le palais du peuple, c'est le patrimoine des Congolais. Ce n'est pas le patrimoine de l'IDPS. L'IDPS n'est pas le Congo. On allait dissoudre ce parti. Il y a toutes les griefs sont réunis pour dissoudre ce parti et le faire disparaître. Et la constitution est claire. Tout le monde qui a entretenu des milices. Et les milices par excellence aujourd'hui sont à l'IDPS. Il faut des gaffes dans cette ville comme pas possible. On regarde, on croise les bras parce que le pays est dans la boue. Mais si nous étions comme un peuple sénégalais, l'IDPS allait être dissoute. Il y a beaucoup de griefs contre ces partis, on allait dissoudre l'IDPS. Alors, est-ce qu'à ce jour, une alliance ou une négociation entre Ensemble pour la République, soit Moïse Katumbi et son frère Félix Tshisekedi, avec qui ils ont longtemps acheminé, avec qui ils ont longtemps mené la lutte pour obtenir l'alternance au sommet de l'État, chose qui a été aussi faite en 2018, est-ce qu'une possible alliance est encore... Est-ce qu'une alliance est encore possible entre ces deux personnalités ou ces deux formations politiques? En fait, nous, on ne cherche pas des postes. Si les évêques ont demandé que nous parlions, c'est pour dire comment sortir notre pays de ces griffes des agresseurs. Comment sortir notre pays de la misère. Comment sortir notre pays. On n'a pas besoin de postes. Félix Tshisekedi a voulu avoir Moïse Katumbi comme Premier ministre. Moïse Katumbi a refusé. Je vous donne l'information. Il a fait refuser quand nous sommes venus ici, quand il s'est séparé avec Kabila. Moïse Katumbi a refusé. Parce que ce ne sont pas les postes. Nous ne nous battons pas pour les postes. Moi, je suis capable de rester chez moi à Goma, d'avoir 1000 hectares à Beni, de cultiver mon cacao. Aujourd'hui, une tonne de cacao, ça coûte 10 000 $. Et faire vivre ma famille dans la paix, s'il y a la paix, s'il y a la sécurité. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi réussit, c'est les Congolais qui réussissent. C'est la RDC qui réussit. En fait, moi, je vous ai dit hier, j'ai paniqué. Quand il a dit, il ne voit pas avec qui il va négocier, même s'il tend la main. Mais en fait, celui qui a besoin que les Congolais parlent aujourd'hui, c'est Félix. Le gagnant de ces cadres de concertation, c'est lui. Est-ce qu'il n'a pas raison de le dire aussi, en observant vos différentes postures, un chef ne doit pas agir avec des émotions. Un chef n'a que la tête. Il n'a pas de cœur. C'est évidemment parce que les postures sont divergents qu'on lui a demandé que les gens se mettent ensemble. Parce que si on est déjà en harmonie, si vous étiez marié ou si vous êtes marié, quand vous êtes en harmonie avec votre femme, est-ce que vous voyez la belle famille venir vous dire asseyez-vous, on va parler? Non, non. Mais c'est quand il y a des divergences, évidemment, avec votre épouse, il y a des problèmes, que vous allez voir les belles familles, les parrains et tout ça, ils viennent vous dire asseyez-nous, on doit parler. Et évidemment, le dialogue sert à ça. Parce qu'on est agressé. Aujourd'hui, c'est un fait. Mais maintenant, entre nous, on s'entre dedans. Est-ce que nous allons survivre? Et les évêques, où ils ont compris ça par sagesse, nous disent non, non. Il faut déjà nettoyer dans la maison. Mettons-nous ensemble dans la maison pour faire face ensemble à l'agression. Mais aujourd'hui, ce qu'il a dit hier, ça nous met dans des postures de faiblesse face à l'agression. C'est grave. Alors, dans un autre volet, le président de la République est clair. Il n'a pas mâché ses mots. Il n'y aura jamais et alors jamais de négociations. Ni avec le M23, moins encore avec l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Est-ce une mesure qui va, tant soit peu, soulager la population au Nord Kivu, ou vous pensez qu'il faut cette fois-ci passer à la vitesse supérieure? Vous savez, moi je suis un acteur politique. J'ai commencé la politique trop jeune. Moi je ne suis pas fils d'eux. Je suis moi-même politicien, vous savez. Je ne suis pas arrivé là où... Je ne suis pas arrivé là-bas par magie. Moins encore une infraction. Par le nom de mon père. Moi je suis un acteur politique.
Et il y a des choses que je me réserve de dire ici. Mais moi, je pense que les méthodes de Kabila, par rapport à ce qui nous est arrivé, ont préservé beaucoup de vies et ont permis à mettre le M23 en échec. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas à son époque-là, il avait quand même réussi à mettre le M23 en échec. Est-ce qu'on a compris ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il y a des gens des cabinets d'études qui ont étudié ce qui a été fait à ce moment-là? Parce que les acteurs sont encore là. Bon, sauf certains, paix à leurs âmes, le général Baouma, Mamadou Ndala, beaucoup de respect, reposez un peu, merci pour tout ce que vous avez fait pour ces pays. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mata Tamponyo, le Premier ministre, ils sont là. Mais comment ils se sont comportés pour arriver à défaire? Les Rwandais étaient toujours là. Mais le M23 a été défait, et pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il réactive le M23. C'est lui qui les a amenés ici à Kinshasa, vous êtes au courant? Ils étaient là-bas finis, donc ils ne pouvaient plus rien faire. Non, ils n'étaient pas au courant, c'était plutôt les VPM de l'intérieur qui avaient décidé de ramener les rebelles. C'est sous les règnes de Kisegès. C'est ce qu'il avait déclaré. Si un vice-premier ministre de l'Intérieur peut prendre une décision aussi grave sans en informer au président de la République et qu'il fasse 14 mois sans que le président de la République ne soit informé, alors ce pays a un problème de gouvernance. Clair. Donc il y a un problème. Moi je me dis, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que ce qu'il a dit, il croit vraiment à ce qu'il a dit? Après, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va régler ce problème? On ne sait pas. Mais moi je me dis, les gens qui étaient là, les acteurs qui ont agi avec Kabila pour défaire les M23, ils nombreux sont encore ici. Alors, et je crois que par sagesse, il aurait été peut-être important de faire peut-être un bureau en recrutant certains parmi eux pour dire dans les détails qu'est-ce qui a été fait. Peut-être les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça peut marcher. Alors, pas de négociations directes avec les rebelles. Le cessez-le-feu a été demandé par le Rwanda via ces différents groupes armés. On ne va pas aussi activer l'option militaire. Alors, concrètement, on fait quoi pour régler cette question? C'est ce que je me demande aussi. Vous vous posez la même question, je vous l'ai posé. Dis bon, maintenant nous comme peuple, quelle est la ligne de notre gouvernement que nous devons soutenir? Parce que visiblement, la guerre, jusque-là, 3 ans après, ça ne va pas. Bon, on ne va pas négocier. Bon, les localités continuent à tomber, même sous ce CLF. Bon, je ne sais plus. Moi, sincèrement, à un moment, je plante. Je ne sais plus réfléchir. Est-ce qu'il faut quitter le pays, mettre sa famille à l'abri? Non, mais le président Probé a rencontré Paul Kagame, criminel de son État, ce sont ses mots, pour lui demander qu'est-ce qu'il veut réellement aux Congolais. Bon, je ne sais pas. Cette façon de faire, par expérience, risquera d'être beaucoup plus un problème qu'une solution. Il pense quoi que Kagame va se mettre là-bas, lui dire bon, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bon, je ne sais pas. Moi, à un moment, je plante. Sincèrement, à un moment, je me dis c'est peut-être moi qui suis bête, je ne comprends rien. Ou alors il y a un problème. Alors, un autre sujet qui suscite aussi la polémique, toujours dans cette interview, c'est la déclaration du président de la République, selon laquelle il va lutter pour réduire le pouvoir d'achat des Congolais. Un lapsus peut-être. Bon, tout est possible avec les gens de l'IDPS. Nous pouvons penser que c'est un lapsus, mais peut-être c'est ce qu'il voulait dire. Peut-être pas. Ça arrive à tout le monde d'en faire un lapsus. Mais avoir le quotidien des Congolais aujourd'hui, les taux d'échange, avoir comment on est en train. Vous savez, ils viennent de prendre une décision. C'est pas les gens qui vous donnent des postes ici. La Banque centrale vient de signer un document pour obliger les gens d'avoir des terminaux dans les supermarchés en francs congolais. Exact. C'est même le contraire qu'ils devaient faire. Parce qu'ils font exactement le contraire de ce qu'ils doivent faire. Moi, je suis un économiste de formation. Quand vous dites, prenons quel marché? Un des espaces, des grands espaces en RDC. Ces gens-là peuvent vendre, j'estime, hein, c'est pas que je dis ou je ne dis pas, c'est ça. Sur le territoire national, $1 million. Mais en attendant, 80% des produits qu'ils vendent viennent de l'extérieur, de l'importation. Ça veut dire quoi? Par jour, vous payez avec vos terminaux, tout ça, en francs congolais. Et les soirs, ils ont $1 million en francs congolais. Mais ils doivent s'approvisionner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recourent directement au marché d'échange pour avoir la devise, en fait, de réimporter les marchandises.
Et du coup, chaque jour, vous augmentez la pression monétaire sur le marché de 1 million de dollars. Ça, c'est seulement qu'il marchait. Maintenant, il y a les autres. Il y en a qui vendent pain victoire, je ne sais pas combien. Vous imaginez, chaque soir à Kinshasa, ici, ils auront peut-être besoin d'avoir 5 millions de dollars tous les jours. La conséquence sur la monnaie, ça sera quoi? La mesure risque de plomber encore le pays. Alors, la conséquence sur la monnaie locale sera quoi? Sera laquelle? Il faut exactement le contraire de ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils ont étudié? Ils ont Ou bien c'est des gens qui ont fait des grandes universités. En tout cas, la dame de la Banque centrale, là, je peux la mettre ici. On peut débattre avec elle économiquement par là sur une série de mesures qu'elle est en train de prendre pour stabiliser la monnaie. Les taux d'échange en RDC, sincèrement, mon cours d'économie monétaire dit qu'elle ment. Mais au moins, le président nous rassure que la première ministre s'est battue nuit et jour pour stabiliser le taux d'échange, mais aussi pas ce qu'il a dit. Faut pas soulager le quotidien C'est pas ce que notre chef de l'État a dit. des Congolais. Il a dit pour baisser le pouvoir d'achat des Congolais. Il ne faut pas faire dire au président. Il a renchéri. Il a renchéri. Il ne faut pas faire dire que Madame Toulouka. Il ne faut pas faire dire. Il faut pas faire dire au chef de l'État ce qu'il n'a pas dit. Le respecter, c'est de dire. Donc, vous vous accrochez seulement à la réduction du pouvoir d'achat des Congolais. C'est ce qu'il a dit. La suite ne vous concerne pas. Moi, c'est ce qu'il a dit. Moi, ce que j'ai entendu. Si vous avez entendu autre chose, ça c'est vous. Mais je vous rapporte la suite de sa déclaration. Mais allez, dit, Madame Toulouka travaille tous les jours pour, évidemment, baisser le pouvoir d'achat des Congolais. Et quand vous voyez les mesures qui sont en train d'être prises par la Banque centrale, c'est évidemment pour baisser le pouvoir d'achat des Congolais. C'est clair. Économiquement par là, les mesures de la dame de la Banque centrale, c'est pour mettre la pression, augmenter la pression monétaire, surtout dans une ville comme Kinshasa. Les taux d'échange, je vous dis, je vous mets à défi. Attendez que tous les terminaux vous mettent en francs congolais. Je vous mets à défi, je suis un économiste. D'ici la fin du mois, nous serons à 3 000. Est-ce que l'actuel gouvernement donne une lueur d'espoir aux Congolais quant au changement de leurs conditions de vie? Je vous dis, attendez, jusqu'à la fin du mois, les taux d'échange vont être à 3 000. Dans une ville où on importe même les oignons, même... En fait, moi je me dis, gérer le Congo c'est très facile. Vous voyez les espaces équateur ici. Ah, c'est très facile de critiquer. C'est très facile. S'il vous plaît. Moi, je vous dis, je suis à la télé. Oui, les présidents, je vous dis, les présidents à l'époque opposants, ils avaient aussi critiqué. Moi, je suis un professionnel. En arrivant au pouvoir, il je suis un en tout professionnel. cas, il y a des choses qui m'échappaient en étant opposant. Je suis un économiste. Moi, je suis un professionnel. Vous avez tout le plateau ici du Congo central. Moi, je suis arrivé à Kisangani. Qu'est-ce qui me choque? Je suis atterri à l'aéroport. C'est très beau. Il y a les fleuves à côté et tout ça. Et je vois des incendies énormes où les gens se contentent de faire quoi? C'est des forêts. Ils mettent concession telle, concession telle. Et puis, il y en a qui poussent les solances jusqu'au loin. 3000 hectares, concession telle, 2000 hectares. Ah. Je dis, mais l'État sérieux. Parce que même si ces gens-là n'ont pas de fonds capables de mettre en valeur ces étendues-là, l'État peut prendre une décision en disant, ok, vous avez vos 1000 hectares. Nous vous concédons les droits de propriété garantis par la Constitution. Mais nous vous donnons 5 ans. Si vous n'avez pas mis en valeur au moins 80% de ces espaces, l'État va les reprendre et va les donner à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui n'ont pas l'argent vont aller faire louer les espaces à ceux qui ont les moyens. Et du coup, Kisangani va produire les maïs, le manioc, les cécis, les oignons, les bananes, tout ça. Comme ceci, les fleuves. Kinshasa va être inondé ici. Les baleinières vont rentrer inondées ici. Est-ce qu'il est possible que nous, qui avons les plus grands espaces cultivables du monde qui reste, nous importions l'oignon du Cameroun? Est-ce qu'il est concevable que nous, ici, nous mangeons les frites qui viennent de la France, au Congo, avec tout ce qu'il y a comme Kibumba et tout ça à l'est du Congo? C'est inadmissible. Régler le problème du Congo, il est simple. On ne demande même pas de faire des routes encore. Prenez seulement le littoral du fleuve Congo là. Commencez par l'Équateur ici. Le Congo central ici. Prenez le Bandundu ici. Obligez les gens à mettre en valeur les terres qu'ils occupent. S'ils ne les mettent pas, l'État les reprend et les donne à ceux qui peuvent les mettre. Les gens vont les mettre en valeur. C'est une décision. Très bien. Et la nourriture. Vous savez, le Burundi a des problèmes aujourd'hui. Le Burundi a un sérieux problème. Nous, on est de l'Est. Aujourd'hui, $1 s'échange à 7000 francs burundais. Okay. Mais la pression à l'interne n'est pas trop ressentie. Vous savez pourquoi? Parce que ces petits pays-là, qui ont des petits espaces, ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Parce que ceux qui montent à Zolona, parce qu'il faut que je dise peut-être à Lingala, à Zolona, Masangwawa, à Kinkole par exemple, vous avez, comme les tonnes de Moïse Katumbi, 27 000, 30 000 tonnes produits ici, de maïs. On transforme ça localement. Ça ne paye pas la douane. Ça va entrer dans les marchés congolais sans beaucoup de pression.
Même si quand vous l'achetez en franc congolais, parce que le gars là, il est d'ici, vous l'achetez en franc congolais, il n'aura même pas besoin de changer. Parce qu'il va rentrer dans son kikol, il va acheter les poissons, il va faire ceci. C'est très facile. Pourquoi vous cherchez des solutions pour les gens de Boston, de New York? Prenez-nous, nous sommes ici, nous sommes des Congolais. Nous avons des solutions. Moi, vous me mettez ministre de l'Agriculture ici, dans ce pays, pendant une année. Vous m'accompagnez un peu. Je ne vous demande pas encore l'argent. Je fais seulement des réformes au Parlement. Monsieur Patrick Moundeke, la critique est aisée. J'accompagne les réformes seulement au Parlement. Je mets la pression sur ceux qui détiennent des terres sans les mettre en valeur dans ce pays. Je mets seulement la pression juridique sur eux. Je règle le problème de la famille ici. La critique est aisée. Hein? L'UDPS. Moi, vous dites des propositions, non? Je vous en fais. Non, mais l'UDPS, c'était la RI. Moi, je suis un scientifique. Comme vous le faites. L'UDPS, c'est la RI. Moi, je suis un scientifique. Je sais argumenter. Je sais même écrire s'il faut. Il faut que nous arrivions à mettre la pression sur ceux gens qui possèdent des terres sans les mettre en valeur. Excepté évidemment ceux qui sont dans des zones de sécurité. Là, il y a une justification d'État. Mais ceux qui s'engagent, ceux qui sont à l'Équateur, tu as 3000 hectares à l'Équateur depuis 20 ans, tu n'as même pas produit. C'est du gaspillage, ça. Très bien. Allez, on évolue cette fois-ci pour parler de la mise en place du bureau définitif du Sénat. Mais d'abord, une dernière question en rapport avec l'interview du chef de l'État. Depuis un moment, on sent comme s'il y a vraiment une animosité qui se développe dans les chefs de l'UDPS contre l'ancien président Kabila, qui d'ailleurs ne s'exprime pratiquement jamais. Est-ce qu'à cette allure, il y aura possibilité qu'on puisse réellement instaurer la décrispation politique et de créer ce climat de paix entre Congolais? Depuis hier soir, quand je suis M. Félix Tshisekedi, je perds. D'abord, moi, je perds. Par contre, le conseil des évêques, s'il aurait pu être entendu, il aurait beaucoup aidé ce pays. Malheureusement, on est vraiment mal barré. Très bien. Allez, votre camarade du parti, Mike Mikebai, passe des moments très difficiles. Plus de 15 mois de détention. C'est 9 août, il sera devant les juges. La cour d'appel s'est déclarée compétente pour les juger, malgré la perte de son statut de député provincial. Au niveau d'Ensemble pour la République, comment vous préparez pour soutenir moralement ces vaillants combattants? Grand frère Mike, tu n'es pas seul. Tes 15 mois, c'est des 15 mois du prix de la liberté pour ton pays, que tu aimes beaucoup. Depuis de l'avenir pour tes enfants et beaucoup de nos compatriotes qui souffrent. C'est peut-être le prix pour que demain les déplacés rentrent chez eux. Tes 15 mois, tu ne les as pas perdus, je sais. C'est des 15 mois difficiles. Je suis passé par là, je sais ce que j'ai dit. Les jours difficiles sont là, mais les jours meilleurs arrivent. Quoi qu'il en soit, comme Mandela hier, on va célébrer ta libération bientôt. Très bien. Allez, élection au Sénat. Ensemble pour la République a décidé d'aligner la candidature de Salomon Idi Kalondadela au poste des rapporteurs adjoints, un poste qui vous revient. Vous de l'opposition, vous allez devoir faire face à Jean-Claude Baïndé qui s'est aussi prononcé pour être candidat rapporteur adjoint. Il a déposé officiellement sa candidature. Est-ce que vous pensez que Baïndé vient jouer au trouble fait ou vous pensez qu'il est dans les droits de postuler à ces postes? Avant d'aller là-bas, je tiens à dire, parce qu'il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame. Notre candidat au bureau du Sénat, Salomon Idi Kalonda, porté par les partis, c'est un militant prestigieux. C'est un garçon intelligent, très intelligent, et redouté même pour son intelligence et ses stratégies. Ce qui lui est arrivé récemment en dit long sur la paix qu'il donne à ceux qui n'aiment pas ce pays. C'est pas une faveur, ce n'est pas un deal, c'est encore la constitution de la République. Salomon a des qualités d'être même président de ce Sénat-là. Mais dans l'égoïsme de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils nous ont réservé le dernier poste. En toute humilité, Salomon a accepté de jouer ce dernier rôle dans le bureau du Sénat. Parce que le Congo est plus grand que nos égaux, le Congo est plus grand que nos argents. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un deal. Et la Constitution est claire. Dans le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat,
il y a un poste qui est réservé à l'opposition. Qui sont opposants? C'est ceux qui ne sont pas dans les gouvernements. La Constitution là, aussi claire. Nous ne participons pas à la gestion de la chose publique. Nous ne faisons pas partie de la coalition au pouvoir. Nous sommes au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, dans l'opposition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme nous sommes habitués à des gens qui trichent partout et en tout, Baende était candidat à rapporteur. Il a été élu d'abord sur la liste du parti de notre frère Constant Moutamba, qui aujourd'hui est ministre d'État. Ça veut dire... Mais il se réclame toujours de l'opposition en s'il étant vous plaît. ministre. Mais dès lors qu'il entre, il est juriste, Constant. Il est juriste. Il a tourné une émission sur Top Congo. Il est intelligent. se dit toujours appartenir Tu à ne, peux pas, l'opposition. tu ne peux pas appartenir à l'opposition tout en étant au pouvoir. Il dit qu'on C'est se moquer des Congolais, mais c'est aussi cracher sur ses diplômes qu'il a. il dit qu'on ne sait pas interpréter la loi. Bon, Un en tout opposant n'est cas- pas seulement celui qui est radical, celui qui insulte, celui qui casse. En tout cas, Comme maintenant, ministre, il est on toujours s'oppose à opposant. quoi? Parce qu'on est opposant à quelque chose. On s'oppose à quoi? Donc lui va s'opposer à lui-même dans le gouvernement dans lequel il est. Apprenons quand même à respecter ces peuples, non? Dès lors qu'ils ont accepté de rejoindre le gouvernement, ils ont cessé de faire partie de l'opposition. Et même quand ils étaient dans l'opposition, c'était des faux opposants. Alors aujourd'hui, ils sont dans l'union sacrée. Ils sont de la coalition au pouvoir. Nous allons, pour le cas de Baende, il est de la coalition au pouvoir. Il était même candidat rapporteur à un moment pour le compte de l'union sacrée. Il a même fait des affiches. Il aurait fait des affiches. Parce que les réseaux sociaux sont aussi capables de fabriquer des choses. Alors, il vient faire quoi pour un petit poste qu'on vient de laisser à l'opposition? Tout ça, c'est pour étouffer la démocratie? C'est pour faire sortir Kisekedi des dictateurs? En fait, je crois que les gens qui n'aiment pas Kisekedi sont ceux qui travaillent avec lui. On a intérêt aujourd'hui de montrer quand même un semblant de respect des textes démocratiques. Un semblant parce que tout est noir. Mais même là aussi, on veut créer des problèmes et un discrédit sur le régime. Salomon continuera à vivre. Salomon a des cortèges plus que des ministres ici. Il a son argent, il a sa vie. Même s'il n'est pas rapporteur, il va continuer à vivre. Mais le prestige de leur pouvoir, même pas un peu. Ça, c'est quand même important. Un moment dans la vie, on doit faire semblant. On ne peut pas tout avoir. Même quand on est très fort. Même les chiens, quand vous avez des chiens dans la cour et que vous mettez des croquettes là-bas, il y a des chiens qui sont costauds, qui sont puissants. Mais même les animaux comprennent ça. Les chiens, ils mangent, mais après un moment, tu vois, ils laissent pour que les petits continuent à manger. Les chiens comprennent ça. A fortiori, nous les humains. Vous avez déjà un ministère d'État là-bas. Allez vous occuper de votre ministère d'État. La justice, il y a beaucoup de choses à faire. Allez aider votre président Constant Moutamba à réformer la justice. Ça sera œuvre utile pour la République. C'est peut-être à cause des agissements comme ça que Kabila l'a même chassé. Alors, si Baende est de l'Union sacrée, la commission qui a réceptionné les candidatures, la commission qui avait pour mission de traiter ces différentes candidatures, pourquoi elle n'a pas invalidé les dossiers de Jean-Claude Baende? Je ne vais pas encore parler de la commission parce que la commission n'a pas encore publié les candidats définitifs. Ce que j'allais dire, nous espérons que pour le prestige de ce qui reste, de toute cette honte que l'IDPC est en train de mettre sur la République démocratique du Congo. C'est quoi le rapport entre Baende et l'IDPC? S'il vous plaît, de toute cette honte que l'IDPC est en train de mettre sur la République démocratique du Congo, ne serait-ce que pour l'épée de prestige, pour l'épée d'élégance. Je crois que la candidature de Baende devra tout simplement être rejetée pour défaut de qualité. Comment on va rejeter la candidature de Baende? Alors comment ils ont rejeté la candidature de Mboussa et les autres? C'est les mêmes gens. Constant Moutamba, qui serait président du regroupement de Baende, se réclame encore de l'opposition. Mais là, au la Sénat, dynamique progressiste est toujours de l'opposition. Mais et tout lui, en étant comme ministre, gouvernement. il est toujours opposant. Vous savez, heureusement, même dans les royaumes des aveugles, il y a des borgnes. On suppose que les 26 personnes qui vont constituer la commission du Sénat, il y a quand même des hommes qui ont encore pris de bon sens, qui savent lire les lois, qui savent lire. On ne peut pas dire que les 26 sénateurs qui seront là, tous vont être comme ceux qui disent être de l'opposition tout en étant au pouvoir. Il y aura quand même des gens qui vont prendre les textes légaux, les interpréter correctement et mettre Baende de côté. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier à ces jours
cette motivation et cette détermination affichée par Salomon Idi Kalondadé de vouloir briguer ses postes. Lui qui est réputé comme un homme très réservé, un homme qui ne s'affiche pratiquement jamais. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été enseigné par la prison? Non, Salomon, c'est pas qu'il a une motivation spéciale, non. Le spécial conseiller Salomon, il est un soldat. Tu vois? Quand vous êtes dans l'armée, on dit que vous allez conduire le front Est. C'est à vos ordres, mon général, je pars au front Est. Vous allez conduire. Et en politique, c'est ce qui manque à l'IDPS en fait. Cette discipline dans les systèmes. Comme il est sénateur, on n'en a pas beaucoup, il faut le dire. Vous en avez 3. On n'en a que 3 au Parlement. Et il y a un poste de l'opposition. Et consensuellement, il a été décidé que non, ok, on va occuper ce poste et que ça sera vous. Il n'a pas de choix, il dit à vos ordres, il s'exécute. Il exécute seulement la volonté constitutionnelle et les jeux démocratiques du parti Ensemble pour la République. Aujourd'hui, c'est lui, peut-être c'est moi, demain on peut m'envoyer autre part dans les jeux démocratiques. Est-ce que la prison ne l'a pas asphyxié financièrement? Raison pour laquelle vous l'envoyez au Sénat pour se ressourcer un peu. Vous êtes parti, je vais vous faire une exclusivité ici. Moi, il m'a dit, il part au Sénat, mais tout l'argent qui touchera au Sénat, au bureau ou en dehors du bureau, ça sera pour les gens qui souffrent dans les circonscriptions qui l'ont envoyé là. Donc, vous pouvez aller chez lui. Vous pouvez aller chez lui, vous êtes des journalistes. Allez seulement voir comment il vit, son parking. En tout cas, je ne sais pas dans Kinshasa ici, s'il y a 4 personnes qui ont un parking comme celui de Salomon. Asphyxié financièrement, en tout cas, il faut aller voir. Il faut aller voir comment il vit, il faut aller voir comment il continue à aider les gens. Même quand il était en prison, il sortait des centaines de milliers de dollars pour aider les gens. Le débat d'argent ne se pose pas. Mais c'est la question qui suscite la curiosité des Congolais. Je vous ai dit, Salomon je vous ai répondu, c'est il va aller chercher quoi dans un bureau du Sénat? C'est un militaire politique, c'est un militaire politique, c'est un militant politique, voulais-je dire. Il est parti, il avait besoin d'un lieutenant pour jouer un rôle. Et heureusement ou malheureusement, les choix consensuels, on a dit, on envoie lui, et parce qu'il est intelligent, parce qu'il est stratège, il peut être dans ce bureau-là, il va aider beaucoup de choses dans la marche républicaine de la République. Comment va-t-il y parvenir alors qu'il est minoritaire? Je vous ai dit, c'est parce qu'il est dominé de caïmans pratiquement. C'est pourquoi on l'envoie là-bas. Parce que c'est un bon stratège et parce qu'il est intelligent. Il ne faut pas que je vous dévoile toute la stratégie ici. Est-ce que vous ne confirmez pas l'hypothèse selon laquelle l'Ensemble pour la République entretient ou entretiendrait un deal avec le pouvoir en place? Mais quel deal? Je vous ai dit que c'est la Constitution qui nous donne ces postes. Que le pouvoir en place, même au bureau de l'Assemblée nationale, le pouvoir en place voulait nous prendre ces postes-là. Ils ne nous font pas de cadeaux. Maman Dominique est arrivé là-bas par encore le génie de l'Ensemble pour la République pour faire respecter la Constitution. Mais c'était les postes qui nous étaient encore pris par les gens de l'Union sacrée. La suite des événements, nous tapons au gouvernement. On va terminer cette émission. Une autre question qui taraude l'esprit de plusieurs Congolais. Est-ce que le sénateur Salomon Idi Kalondadé est toujours en odeur de sainteté avec son président Moïse Katumbi? Parce que depuis sa sortie de prison, on ne l'a jamais entendu citer Moïse Katumbi. Dans ses discours, il ne cite pas nommément Moïse Katumbi. Il ne voyage pratiquement plus alors qu'ils étaient tout le temps ensemble. Est-ce qu'ils sont toujours en odeur? Il est toujours en odeur de sainteté. Il est sorti de la prison. Avec le Tcherman. Il est sorti de la prison très malade. N'est-ce pas? Il est parti aux soins. Étant aux soins, Dieu merci, il est devenu sénateur. Il est retourné pour faire valider son mandat. Tout en étant convalescent. Il est retourné pour faire valider son mandat. Après, les tractations ont commencé. Depuis ce temps-là, le président Moïse Katumbi n'est pas encore venu à Kinshasa. Et le spécial, comme sénateur, parce qu'il occupe de fonctions d'État, il n'est pas en vacances. Maintenant, il ne peut partir à Lubumbashi. Mais quand vous passez 40 minutes avec lui, il s'appelle 5 fois avec le président Moïse Katumbi. Ça veut dire, nous qui sommes de la maison, aujourd'hui il est candidat, il est soutenu par toute la machine du parti. Vous avez vu le secrétaire général à côté de lui. Mais le secrétaire général n'est pas du conseiller du sénateur Salomon. Le secrétaire général n'est pas du président du parti qui est le président Moïse Katumbi. S'il n'était pas en odeur de sainteté avec le président Moïse Katumbi, comment expliquez-vous que le secrétaire général a accompagné toute cette candidature du début à la fin? Avant même de partir déposer, on est parti au bureau du parti. On est parti nous rendre au bureau du parti.
le sénateur Salomon est le collaborateur numéro un, le plus proche collaborateur du président Moïse Katumbi. Rien ni personne ne changera ça et ça sera comme ça jusqu'à la fin de nos temps sur la terre. Est-ce qu'il va conserver ses statuts en étant rapporteur adjoint du Sénat? Mais bien sûr. En fait, la collaboration aujourd'hui, Il aura c'est quoi? peut-être plus de tâches à faire au niveau du Sénat. Mais il a toujours beaucoup plus de avec, tâches à faire. Avec le président. Non, mais en fait, c'est quoi la Non, collaboration plus de aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons des téléphones, nous avons Zoom, nous avons des mails, nous avons... Tout ce qu'il faisait aux côtés du président, il va continuer à le faire, tout en faisant ce qu'il doit faire au Sénat. Merci beaucoup. Il y a aussi des vacances parlementaires, il y a aussi des saisie, il y a tout le temps de faire des stratégies, de peaufiner et de continuer à faire la marche du parti vers notre prise de pouvoir. Merci beaucoup. Allez, on a terminé cette émission. La caméra est là devant vous. Un dernier message au public et on va se séparer. Je crois que nous devons être lucides, cher peuple congolais. Plus les jours passent, plus ça devient noir. Ce pays, ça n'appartient pas à des politiciens. Ne nous laissez pas prendre vos vies en otage. Ne nous laissez pas penser que ce pays nous appartient. Ce pays, c'est notre pays, c'est votre pays, c'est le pays de vos enfants, mais aussi le pays de vos ancêtres. En honorant vos ancêtres, vous devez rassurer l'avenir de vos enfants. Mais la situation actuelle de notre pays nous oblige à vous rappeler, Congolais, vous dormez trop. Réveillez-vous pour votre bien, pour votre avenir, pour votre destin. Merci. Merci beaucoup, M. Patrick Mundeke, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. J'ai aimé votre pertinence. Je pense que ce n'est pas votre tout dernier passage dans cette émission. Je serai là. De temps en temps, je passerai dire bonjour à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Allez, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Ningelo bisa